Mes parents adoptifs ont attendu 3 ans avant de décider d'utiliser mon utérus pour leur véritable fille. Alors je les ai laissés avec des berceaux vides. Chez nous, c'était entendu. À 18 ans, on était libre. Mais pour moi, ce jour-là, c'était surtout celui où j'ai appris qu'ils préparaient que ça depuis 3 ans. Les Hamilton m'avaient choisi à 15 ans, sorti tout droit de la protection de l'enfance. Après 12 familles d'accueil, leur maison immense m'a paru sortie d'un rêve. Ils avaient déjà une fille, Claire, 24 ans, belle d'une élégance tranquille, de celle qu'on n'obtient que quand on n'a jamais eu à s'inquiéter de manger à sa faim. Elle possédait tout, sauf la possibilité d'avoir des enfants, ce que j'allais découvrir 3 ans plus tard. Dans la chambre au mur lavande qu'il m'avait préparée, parce qu'un jour j'avais dit que c'était ma couleur préférée, j'ai passé une première nuit à pleurer, recroquevillé par terre, terrifié à l'idée de me réveiller à nouveau en foyer. Madame Hamilton m'a trouvé là, m'a serré fort contre elle en chuchotant que cette fois, j'étais chez moi, vraiment chez moi, et je l'ai cru. Pendant 3 ans, j'ai eu droit à tout. Les sorties prestigieuses, les cours de violon où mon professeur me trouvait un talent, les vacances en Italie ou à Hawaï, la scolarité dans un établissement où les élèves râlaient sur la couleur de leur Mercedes. Ils m'appelaient leur fille, m'offraient des robes de bal, applaudissaient chaque pièce où je jouais. Ryan était le seul à connaître mon passé. Depuis 2 ans, il avait été le premier à me convaincre que je méritais moi aussi d'être heureuse, me promettant qu'on bâtirait ensemble quelque chose de beau, rien qu'à nous. Le matin de mes 18 ans a commencé avec du pain perdu et des fraises fraîches. Maman avait garni toute la cuisine de guirlandes, tandis que papa m'offrait une boîte à bijoux qui jouait du Chopin. Le soir, ils m'ont emmené dîner au Bernardin, le genre d'endroit où l'eau se boit dans des verres en cristal et où le serveur t'explique l'usage de chaque fourchette. Je riais d'une blague un peu ratée de papa sur les escargots quand maman a reposé son verre avec un clinque feutré et a échangé un regard avec Claire qui m'a glacé. Maintenant que tu as 18 ans, a commencé maman, le ton subitement professionnel, on doit parler de ta place dans la famille. Ce mot, place, semblait se glisser jusqu'à moi en rampant sur la nappe immaculée. Papa a sorti une chemise en cuir, celle qui servait à ses affaires, puis il a fait glisser sur la table des papiers. Dossiers médicaux, résultats d'analyse, grilles de compatibilité génétique, tous à mon nom, tous datant des 3 dernières années. Chaque soi-disant contrôle médical, chaque prise de sang, tout ça n'avait servi qu'à ça. On t'a choisi exprès, a dit papa comme s'il négociait une fusion. Claire a besoin d'une mère porteuse, jeune, en bonne santé, compatible. Tu es idéal. Claire s'est penchée vers moi, et dans sa voix tremblante, j'ai enfin deviné sa détresse. Elle expliquait que je devrais habiter avec elle pendant les grossesses, enchaîner les grossesses même, au moins 3 enfants, régime strict, sport adapté, vitamines déjà achetées, et signer un contrat m'interdisant de jamais révéler aux enfants que j'avais été leur mère porteuse. Ce n'est qu'une fois tout accompli, par générosité, qu'ils me laisseraient choisir mon université. Le brouhaha du restaurant s'est éteint, il n'y avait plus que mon cœur battant et la voix de Claire. J'ai attendu 3 ans que tu sois prête. Pense à tout ce qu'on t'a offert, a repris maman devant mon silence. La vie que tu aurais eue sans nous, tu t'en rends compte? Les autres gamins placés n'ont jamais eu ta chance. Nous, on t'a sorti de la misère. La voix de papa tranchait comme un couteau à viande à côté de mon assiette, toujours intacte. Le fonds pour la fac, la voiture, tout ton avenir, tout dépend de ta coopération. J'ai eu juste le temps de rejoindre ma chambre lavande avant de vomir. 3 ans de petits déjeuners au pain perdu, de baisers sur le front, tout cela n'avait été qu'une longue préparation à l'abattoir. Ryan m'a retrouvé plus tard, assise en boule sur le carrelage de la salle de bain, toujours en robe d'anniversaire. Et pendant que je lui racontais tout, il m'a promis qu'on s'en sortirait. Une semaine après, lors du repas du dimanche, j'ai regardé maman servir la purée, puis j'ai lancé mon ultimatum. Ryan et moi allons nous marier. On veut fonder notre famille, tout de suite. Je ne peux pas être la mère porteuse de Claire si je veux avoir un bébé. Le silence a duré les 5 coups de l'horloge du couloir. Puis la voix glaciale de maman. Dans ce cas, tu es rayé. C'est fini. Du jour au lendemain. Elle a saisi mon téléphone et l'a coupé d'un geste parfait de ses doigts manucurés, pendant que papa me réclamait mes clés de voiture. Tu as 1 semaine pour changer d'avis ou t'en aller. Claire a explosé, éclipsant d'un coup tout son sang-froid. Renversant son verre de vin, j'ai attendu 3 ans pour ton corps. 3 ans à te regarder grandir, en sachant que tu devais me sauver. Le vin rouge a taché la nappe, éclatant comme une blessure. Je faisais mine de réfléchir, tentant de garder la tête haute alors que j'étais prise de panique. Le lendemain,
J'ai pris 3 bus jusqu'au planning familial, serrant les billets cachés dans mon étui à violon au cas où il tenterait quoi que ce soit. En traînant pour faire mes affaires, j'ai découvert dans le grenier une boîte qui m'a glacé. Des dossiers sur 3 autres filles passées avant moi dans cette chambre. Michel, écartée après d'autres tests. Sarah, disparue. Jessica, jugée trop rebelle. Toutes s'étaient échappées avant d'atteindre la majorité. J'étais la première à être restée. Cette nuit-là, je suis parti discrètement, par la fenêtre où je rêvais autrefois aux étoiles, avec tout ce que je possédais sur le dos. J'ai traversé la pelouse manucurée en courant, persuadé d'être enfin libre, jusqu'à ce que j'arrive chez Ryan. Sur le comptoir, un chèque de 50 000 $ m'attendait, accompagné d'une simple mention, pour l'avoir livré à temps. Sa signature ornait la feuille de confirmation de livraison. 3 ans de lettres d'amour prenaient alors tout leur sens. 3 ans durant lesquels il avait prétendu être le seul à me comprendre. Je me suis précipité vers la porte, mais Ryan était déjà là, debout sur le seuil, me barrant le passage. « Ils arrivent », a-t-il murmuré. Les phares d'une voiture ont illuminé le parking, révélant un instant le visage blême de Ryan. Ses mains tremblaient contre le cadre de la porte, m'empêchant de fuir. Les lanières de mon sac à dos me sciaient les épaules alors que je reculais, cherchant désespérément une échappatoire, même si je savais qu'il n'y en avait pas. « On t'a payé pour m'aimer ?» J'ai lâché la question dans un souffle, mais elle l'a frappé comme une gifle. La honte s'est invitée, pesant lourd entre nous. En une fraction de seconde, 3 ans d'illusions se sont évaporés. J'ai tenté de filer à gauche, puis j'ai plongé sur la droite pour m'échapper. Il a attrapé la sangle de mon sac et m'a ramené brutalement contre lui. J'ai failli perdre l'équilibre. Il en a profité pour m'emprisonner de ses bras. « Tu as été la proie la plus facile de ma vie », a-t-il lancé, d'une voix morte. « Petite fille placée, tu ne cherchais qu'un peu d'amour. » Les Hamilton savaient très bien ce qu'ils faisaient, et la voix de Madame Hamilton a résonné dans l'escalier, tranchante, autoritaire. « Ryan, tu l'as retrouvé ?» Le bord rigide de mon étui à violon, en écharpe, me comprimait les côtes. Sans réfléchir, je l'ai propulsé en avant de toutes mes forces, visant le genou de Ryan. Il a crié, sa poigne s'est desserrée et il a vacillé. Mon violon, symbole de renouveau, mon espoir d'évasion, était soudain devenu une arme. J'ai profité de sa surprise pour lui filer sous le nez et j'ai dévalé vers l'escalier de service. Derrière moi, ses hurlements ne me lâchaient pas. Ils guidaient déjà les Hamilton à travers le dédale du bâtiment, nommant les portes, les sorties, tous les recoins où je pourrais disparaître. Mes baskets dérapèrent sur les marches de béton, chaque impact résonnait dans mon corps, jusque dans mes os. Dehors, la ruelle semblait interminable, étroite, sale, avec à une extrémité la Mercedes rutilante de Monsieur Hamilton, projecteur braqué, contrastant douloureusement avec l'état des lieux. À l'autre bout, Claire m'attendait déjà dans sa BMW blanche, moteur tournant. Impossible de leur échapper, tout était calé, chaque sortie prévue. Une benne à ordures contre le mur m'a servi de marchepied. J'ai péniblement escaladé, mes doigts glissant sur le métal humide avant de réussir à agripper le barreau inférieur de l'échelle de secours, la rouille me restant dans la main. « Elle grimpe !» a hurlé Claire, sa voix fusant dans la nuit. J'ai entendu le claquement sec de ses talons vernis sur le bitume, alors qu'elle sortait précipitamment de sa voiture, leurs échos claquant contre les briques. Je me suis hissé, sentant mes muscles brûler sous l'effort. Le métal grinçait mais tenait bon. Arrivé sur le palier du 2e étage, j'ai aperçu toute la famille Hamilton réunie en bas, leurs vêtements chics les rendant presque grotesques dans cette ruelle mal famée. On aurait dit des personnages échappés d'un catalogue. Madame Hamilton s'est approchée, prenant cette voix faussement fragile qu'elle arborait pour gagner la confiance. « Chérie, tu es perdue, viens discuter, descends, on va arranger tout ça. » Monsieur Hamilton, lui, restait fixé sur son portable, pianotant nerveusement, appelant peut-être des renforts ou enclenchant un dispositif préparé juste pour ces cas-là. L'escalier de secours menait à plusieurs fenêtres, toutes bien verrouillées ou repeintes, sauf une. À hauteur d'yeux, la fenêtre du 2e étage était entr'ouverte, tout juste suffisamment pour me faufiler. J'ai collé mon visage au carreau et j'ai surpris une vieille dame assise devant sa télévision. Je me suis glissé à l'intérieur, le sac coincé un court instant, la peur m'a glacé. Puis, d'un geste brusque, je l'ai arraché. La tasse de café de la vieille femme s'est brisée sur le sol, projetant des miettes de faïence partout sur le linoléum. Elle m'a regardé fixement, la main filant discrètement vers le téléphone posé sur la table basse. Par la fenêtre entr'ouverte, j'observais les Hamilton se déchirer juste en dessous, Madame Hamilton perdant peu à peu la maîtrise de son apparence parfaite, moulinant devant son mari sans que je puisse distinguer ses mots. Claire, elle, faisait les 100 pas en téléphonant nerveusement. Leur façade de famille idéale, entretenue depuis 3 ans, se craquelait sous la peur de perdre leur investissement. La vieille dame, Doris, d'après la plaque sur sa porte, me détaillait d'un regard perçant.
Elle me connaissait du quartier, elle m'avait déjà vu traîner autour de chez Ryan. Quand elle m'a proposé d'appeler la police, j'ai supplié, débordant d'arguments sur les services sociaux, la vie en famille d'accueil et ses 3 années gâchées. Elle m'a écouté sans broncher, puis m'a tendu son téléphone. J'avais surtout besoin d'accéder à mes emails, vérifier qu'aucun détail ne m'avait échappé. 3 ans de messages de Ryan ont défilé sous mes yeux, relus d'un œil neuf. C'était tout le mode opératoire d'un prédateur qui se révélait. Chaque mot tendre, chaque déclaration avait été soigneusement pensé pour manipuler. J'ai hâte de rencontrer celle qui mérite le vrai amour. Tu es différente de toutes les autres. Sa manipulation était un travail d'orfèvre. À ce moment-là, j'ai entendu dans le couloir les voix des Hamilton remonter, frappant aux portes avec leurs baratins bien huilés. Notre fille va mal, elle a arrêté son traitement, elle est fragile. On s'inquiète terriblement, vous n'auriez pas aperçu une adolescente? Mon téléphone, confisqué par maman, vibrait quelque part. Il était sûrement rallumé. Ryan devait lire tous les messages maintenant, y compris ceux qu'Emma, ma meilleure amie, m'envoyait, paniquée après le message énigmatique que je lui avais laissé. Elle pensait encore me parler, mais c'était Ryan qui filtrait tout. Ta mère vient d'appeler, tu as disparu, tu vas bien? Doris avait disparu un instant dans sa chambre avant de revenir, les bras chargés de vêtements. C'était à ma fille, a-t-elle dit doucement. Elle est partie il y a 2 ans. Ils sentent encore la lavande. Elle adorait ça. Cette coïncidence m'a glacé, mais j'ai passé le pull trop large. Doris m'a ensuite expliqué qu'elle avait travaillé toute sa vie comme assistante sociale, qu'elle avait déjà vu trop d'enfants placés servir de proies à des familles sans scrupules. Grâce à son vieil ordinateur, j'ai pu accéder à mon cloud, récupérer discrètement les dossiers des autres filles placées. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB que Doris m'a confiée. Rien à craindre si les Hamilton effaçaient pas mon téléphone. Les preuves étaient là. Soudain, on a frappé à la porte avec force. Ryan, dehors, avait pris sa voix la plus douce, jouant l'ange inquiet. « Madame Chen, vous n'auriez pas vu une adolescente brune, à peu près de cette taille? Elle est malade, elle a besoin de ses médicaments. Sa famille s'inquiète énormément. » Il savait exactement où chercher, bien sûr. Il m'avait probablement vu passer par la fenêtre et les avait tous guidés ici. Doris s'est redressée, vive malgré l'âge, tandis que je me glissais dans le placard et respirais à peine, enveloppé par l'odeur entêtante de naphtaline et de vieux parfums. « Non, je n'ai rien vu », a assuré Doris d'une voix certaine. Je regardais mes feuilletons toute la soirée. « Il y a un souci ? Elle est confuse », a insisté Ryan. Elle a arrêté ses médicaments. Si jamais vous la croisez, appelez ce numéro sans attendre. Il s'est éloigné à regret. Derrière les cloisons trop fines, je l'ai entendu tambouriner à la porte d'à côté, répéter ses histoires inventées. Doris revenu au salon, maugréait entre ses dents. Les gosses placés, eux, ils flairent les types dangereux. Ils les sentent à des kilomètres. Ce gamin, il a l'odeur sur lui. Elle s'est installée à la fenêtre, m'informant des va-et-vient des Hamilton qui s'agglutinaient près de leur voiture, pendant que Claire, agitée, s'enflammait. Même d'ici, ses gestes trahissaient toute sa fureur. 3 ans de vie perdue, 3 ans à attendre pour rien. Une voisine de Doris lui a envoyé un message, inquiète de l'agitation chez les gens bien, demandant si tout allait bien. Petit à petit, les résidents de l'immeuble comprenaient qu'il se passait quelque chose et commençaient à poser des questions. À cet endroit, la fortune et le nom des Hamilton ne pesaient pas bien lourd. Ma professeure de violon, Madame Petrova, vivait à 6 rues d'ici. Elle m'avait toujours dit qu'en cas de besoin, sa porte me serait ouverte. Elle avait l'œil. Au fil des ans, elle avait remarqué les bleus, ma façon de sursauter au moindre geste brusque. Jamais elle n'avait insisté, mais elle voyait. Avant de partir, j'ai remis à Doris la clé USB avec toutes les preuves. Elle a promis d'en faire des copies, de les garder à l'abri. Ses mains ne tremblaient pas, mains habituées à protéger des enfants toute une vie. « Attends 10 minutes », m'a-t-elle conseillé. Ils vont repasser devant l'immeuble, passent par la sortie du sous-sol, traversent la buanderie. J'ai remonté la capuche de mon sweat, camouflé mes cheveux. Dans le miroir près de la porte, je n'étais plus moi. J'avais l'air fatigué, vieilli, comme quelqu'un qui connaît la dureté du monde depuis trop jeune. Le sous-sol sentait la lessive humide. J'ai zigzagué parmi les machines à laver, les pas claquant sur le béton. Dehors, sur une ruelle déserte, rien à voir avec l'agitation devant l'immeuble. 6 pâtés de maison s'étirèrent devant moi comme une épreuve interminable. Chaque voiture pouvait être la leur, chaque silhouette Ryan. Mais j'ai continué d'avancer, un pas après l'autre, comme j'en avais l'habitude dans 12 familles d'accueil différentes. L'air glacé de la nuit mordait ma peau, mais je ne ralentissais pas. Plus loin, quelque part derrière, les Hamilton devaient déjà s'inquiéter, réaliser que leur plan parfait avait tourné court. 3 ans d'investissement, une mère porteuse choisie avec soin, et tout leur échappait en un instant. Mais au fond, je savais que ce n'était qu'un début. Ils ne lâcheraient pas si facilement. 3 ans à me façonner patiemment n'allaient pas s'envoler à cause d'un seul raté. Forcément, ils reviendraient à la charge,
Et la prochaine fois, sans doute mieux préparée. Pour l'instant, j'avais 6 pâtés de liberté devant moi et une professeure de violon qui peut-être croirait cette histoire folle. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà plus qu'1 heure plus tôt, alors que je restais figé sur le pas de porte de Ryan, à regarder ma vie voler en éclats. Une odeur de lavande, vestige des vêtements de la fille de Doris, m'accompagnait dans les rues silencieuses, fantôme d'une autre existence enroulée sur mes épaules. Je me suis demandé si cette fille avait pressenti un jour que ses affaires aideraient quelqu'un d'autre à partir, si elle aurait compris pourquoi sa mère les avait gardées patiemment, par espoir d'un jour où elles seraient utiles. 5 pâtés, puis 4, puis 3. Malgré la brûlure dans mes jambes, je n'ai pas ralenti. Les Hamilton derrière moi élargissaient sûrement leurs recherches, appelèrent des contacts, actionnaient ce réseau qui leur avait permis autrefois de retrouver Ryan et de l'acheter. 2 pâtés, puis 1. L'immeuble de Madame Petrova s'est dressé devant moi, rassurant dans sa banalité. J'ai appuyé d'une main tremblante sur l'interphone, espérant qu'elle soit là, qu'elle ouvre, qu'elle me croie en découvrant la vraie raison de ma venue. Sa voix, ensommeillée mais vive, a grésillé dans le combiné quand je me suis annoncé. J'ai expliqué brièvement, le portier m'a aussitôt ouvert, et la porte de Madame Petrova était déjà entrebâillée quand je suis arrivé. Elle m'a fait entrer sans un mot, visage fermé. C'est sans la moindre interruption de sa part que je lui ai tout raconté, mon histoire se déversant en un flot précipité. Parfois elle acquiesçait, le regard de plus en plus sombre. Quand j'ai eu fini, elle m'a confié quelque chose qui m'a glacé. Elle n'avait jamais été à l'aise en entendant parler les Hamilton de mon rôle chez eux pendant les récitals. Leur obsession pour les cours particuliers, cette manie de vouloir tout savoir de mes progrès, tout cela réveillait en elle de vieux souvenirs de son enfance d'Europe de l'Est. J'ai emprunté son téléphone pour envoyer un message codé à Emma, la suppliant de me rejoindre ici. Pendant l'attente, j'ai couché les faits dans un carnet de Petrova, tant qu'ils étaient encore nets dans ma tête. Emma n'a mis que 30 minutes à arriver. D'abord dubitative, elle a changé d'avis dès qu'elle a vu les captures d'écran concernant les autres filles placées. Son visage s'est effondré quand elle a reconnu un des noms. Elle se souvenait avoir vu Michel au centre commercial avec les Hamilton des années plus tôt. Cette fille lui avait paru infiniment triste sous ses sacs de shopping. Ce souvenir lui était resté parce que Michel avait soudain disparu des réseaux sociaux et Emma s'était toujours demandé ce qui lui était arrivé. Les Hamilton n'ont pas tardé à intensifier leur traque. En quelques heures, ils avaient inondé les groupes Facebook du quartier de messages sur leur fille en crise, prétendant qu'elle avait besoin d'un traitement. Ma photo de classe s'affichait sur l'écran du portable d'Emma, pendant que les signalements affluaient, des inconnus assurés de m'avoir aperçu à l'épicerie, au parc, à la bibliothèque, toujours bizarre. Emma a enregistré mon témoignage pendant que Madame Petrova discrètement contactait un ami policier. Il a écouté, mais faute de preuves ou de danger immédiat, il a conclu qu'il s'agissait d'une affaire familiale. Des jeunes majeurs qui partent du jour au lendemain, il en voyait tous les jours. Même l'histoire de la gestation pour autrui, aussi troublante soit-elle, n'était pas illégale sans preuve de contrainte. Emma a alors créé un faux profil pour surveiller les publications des Hamilton et récolter des informations. C'est ainsi que nous avons découvert que Claire fréquentait depuis 5 ans des forums sur la fertilité où elle évoquait des solutions alternatives à la gestation pour autrui. Certains de ces messages me donnaient littéralement la chair de poule. Elle avait cherché à profiter des failles de l'adoption internationale, du tourisme de fertilité, et elle s'exprimait même à propos de l'âge idéal pour une mère porteuse. Un jour, la vieille voisine de Madame Petrova est venue frapper à la porte. Elle a raconté qu'il y a 2 ans, elle avait vu une jeune fille noire sortir en larmes de chez les Hamilton. Sa description correspondait parfaitement à Michel, d'après les dossiers. Cette dame s'était souvent posé des questions, mais n'avait jamais voulu se mêler de ce qu'elle pensait être des histoires de famille. J'ai alors décidé d'appeler Madame Rodriguez, mon ancienne référente à l'aide sociale à l'enfance. Son numéro était toujours en service, elle a décroché au bout de 3 sonneries. Lorsque je lui ai expliqué la situation, elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que la ligne avait coupé. Puis elle m'a avoué avoir toujours eu des doutes sur l'adoption effectuée par les Hamilton, tout en n'ayant jamais pu rien prouver. Sa supérieure avait écarté ses inquiétudes, les attribuant à de simples préjugés envers les familles aisées. Les Hamilton sont allés encore plus loin, ils ont appelé mon lycée pour inventer une urgence psychiatrique. D'après eux, j'étais une adolescente perturbée, qui avait mal interprété une offre généreuse de financement pour ses études et qui nécessitait une intervention immédiate.
L'administration de l'établissement, tenue par le secret professionnel, ne pouvait confirmer ni infirmer quoi que ce soit aux personnes extérieures. Mais la révélation de Madame Rodriguez m'a bouleversé. J'étais la 4e à suivre ce schéma. Il y en avait eu 3 autres avant moi, toutes du même âge, passées par l'aide sociale à l'enfance, toutes disparues sans explication. Rodriguez avait tenté de signaler ces faits, mais la réputation exemplaire des Hamilton, renforcée par leurs dons aux associations, avait systématiquement fait taire toute suspicion. De son côté, Ryan a repris contact par message via mon ancien téléphone que les Hamilton avaient fait réactiver. Emma me montrait ses SMS sur un compte factice. Quelqu'un en avait fait des captures d'écran. Ryan disait qu'il m'aimait, que l'argent n'avait aucune importance, qu'on trouverait une solution. Chacun de ces messages agaçait un peu plus Emma, jusqu'à ce qu'elle, excédée, jette son téléphone sur le canapé de Petrova. J'ai alors demandé à Rodriguez s'il était possible de retrouver les autres filles placées. 2 avaient quitté l'État à leur majorité, sans laisser d'adresse. De la 3e, plus aucune trace, elle s'était volatilisée du système. Mais Rodriguez n'avait jamais oublié leur nom, ni les visages, ni ce malaise croissant ressenti à chaque nouvel accueil. Les Hamilton ont ensuite débarqué chez Emma, obligeant ses parents à une conversation extrêmement tendue. Ils ont inventé une histoire de troubles mentaux et d'un traitement que je n'aurais pas suivi, mais les parents d'Emma ont vite repéré des incohérences dans leur discours. Lorsqu'on leur a demandé des précisions sur mon soi-disant diagnostic, les Hamilton se sont complètement empêtrés. Leur version bien rodée ne tenait plus. Rodriguez, en fouillant ses archives, a fini par retrouver des notes sur les renouvellements d'agréments famille d'accueil des Hamilton. Chaque nouvelle adolescente arrivait précisément quand la précédente atteignait sa majorité, un enchaînement trop parfait pour ne pas être suspect. Sa supérieure avait toujours balayé la question en félicitant les Hamilton pour la gestion soi-disant impeccable du foyer. Devant tant d'étrangetés, les parents d'Emma ont exigé le départ immédiat des Hamilton. Le changement d'attitude a été saisissant. Le vrai visage de Madame Hamilton est apparu l'espace d'un instant, d'une froideur glaçante. Le père d'Emma, d'ordinaire discret, est resté droit sur le seuil jusqu'au départ de la Mercedes familiale. Mes recherches sur la 3e fille m'ont mené vers Jessica, aujourd'hui âgée de 22 ans et repérée sur les réseaux sociaux à quelques villes de là. Sa biographie mentionnait simplement « survivante ». Elle publiait surtout sur la reconstruction après un traumatisme et la reconquête de soi. Je tremblais en lui écrivant pour expliquer qui j'étais et pourquoi je la contactais. Madame Petrova m'a aussitôt proposé son canapé, sans limite dans le temps, en m'expliquant que c'était naturel entre artistes. Elle aussi avait fui son pays pour échapper à ceux qui cherchaient à la contrôler. Elle a reconnu tout de suite la même détresse dans mon regard. L'appartement est devenu mon refuge, et la voisine faisait le guet, me prévenant dès que les Hamilton étaient signalés dans les parages. Jessica a répondu rapidement, un message simple, sans détour. Je savais qu'il recommencerait. J'attendais ce contact. Nous avons organisé une visioconférence et son témoignage glaçant a complété les zones d'ombre. Claire simulait déjà une grossesse quand je vivais là-bas. Elle portait un faux ventre et aménageait des chambres de bébés vouées à rester vides. Plutôt que de rester cachée, j'ai préféré reprendre la main et raconter ma propre histoire. Emma m'a aidé à écrire une publication soignée pour les réseaux sociaux, afin d'éviter toute poursuite, tout en exposant la vérité. On y a glissé juste ce qu'il fallait de détails pour être crédible, sans accusation qui puisse se retourner contre nous. Jessica, lors de notre appel, m'a confié d'autres révélations. L'obsession de Claire allait beaucoup plus loin qu'on ne l'imaginait. Elle cachait des vêtements de bébé, choisissait des prénoms, s'entraînait à l'allaitement avec des poupées. Sa détresse remontait à bien avant le début des placements. Elle m'a montré des photos prises en cachette avant de partir, ainsi que des documents médicaux prouvant des rendez-vous dans des cliniques de fertilité pour des projets de gestation pour autrui impliquant des membres de la famille. Les cliniques avaient décliné le dossier pour des raisons éthiques, obligeant apparemment les Hamilton à se tourner vers l'accueil familial. Rapidement, certains parents d'élèves de mon lycée ont commencé à douter du discours officiel des Hamilton, soutenu par mes amis qui prenaient en ma défense en ligne. Des professeurs m'ayant suivi plusieurs années ont témoigné de mon sérieux, de mon engagement bénévole et de l'absence totale de troubles psychologiques. Peu à peu, le récit inventé par les Hamilton perdait toute crédibilité. Leur image de famille parfaite a fini par s'écrouler le jour où les voisins ont commencé à parler entre eux et à comparer leurs observations. Beaucoup ont fini par remarquer qu'il n'existait aucune photo des filles adoptées bébés et que les Hamilton esquivaient systématiquement les questions concernant la petite enfance de leurs enfants. Des détails autrefois perçus comme de simples bizarreries prenaient soudain, avec le recul, une tournure troublante. Rodriguez m'a mise en relation avec une avocate spécialisée en droit de la famille, qui travaillait bénévolement et m'a confirmé quels étaient mes droits d'adulte. Les Hamilton n'avaient aucune autorité légale sur moi, ils ne pouvaient ni m'obliger à revenir chez eux, ni accéder à mon dossier médical sans mon accord.
L'avocate m'a conseillé de tout consigner par écrit et d'éviter tout contact direct qui pourrait être interprété comme du harcèlement. L'erreur fatale des Hamilton a eu lieu à l'épicerie, lorsque Madame Hamilton est tombée sur une voisine qui lui a demandé de mes nouvelles. À ce moment-là, elle a perdu tout contrôle et m'a traité d'ingrate à qui on avait tout donné, en élevant la voix à tel point que plusieurs clients se sont retournés. Une personne présente a filmé la scène et l'a mise en ligne avec la légende suivante. C'est ça, une mère aimante qui recherche désespérément sa fille malade. En quelques heures, la vidéo a fait le tour des groupes locaux, choquant par le contraste saisissant entre le masque social de Madame Hamilton et la violence froide de sa réaction. Les commentaires affluaient, nombre d'entre eux réévaluant leur jugement sur cette famille, et certains partageaient même des anecdotes personnelles sur la dynamique ambiguë chez les Hamilton depuis des années. Ryan, de son côté, s'est présenté à l'immeuble de Misty Petrova, mais les voisins, bien organisés, avaient mis en place leur propre système d'alerte. Madame Chen, du 2e étage, a immédiatement averti tout le monde par téléphone, pendant que Monsieur Garcia surveillait discrètement à travers son Judas, prêt à intervenir si besoin. Le quartier avait décidé de protéger l'une des siennes. Au téléphone, Jessica a apporté la dernière pièce du puzzle. J'ai entendu une dispute des Hamilton à propos du problème Sarah, juste avant de m'enfuir. Apparemment, Sarah avait deviné leurs intentions beaucoup trop tôt et avait essayé d'alerter les autorités. Mais qui allait croire une enfant face à des adultes si respectables? À la lumière de ça, la disparition de Sarah du système prenait tout son sens. Je me suis alors résolu à agir. Il n'y aurait plus de fillettes assignées à des chambres couleur lavande, élevées pour découvrir la vérité le jour de leur majorité. Avec moi, les agissements des Hamilton prendraient une fin, coûte que coûte. Les parents d'Emma m'ont publiquement apporté leur soutien, rejoints par 3 autres familles d'élèves. Ils ont expliqué comment les Hamilton surveillaient mes moindres relations lors des sorties scolaires, insistaient pour savoir toujours où j'étais, et tout un tas d'attentions qui, rétrospectivement, n'avaient plus rien d'anodin. Acculés par le scandale, les Hamilton ont cherché à se justifier en affirmant que j'avais mal compris leur soi-disant geste généreux de gestation pour autrui, mais leur discours changeait en fonction des interlocuteurs. Tantôt j'étais malade, tantôt ingrate, tantôt simplement perturbé par une conversation anodine. Ces contradictions faisaient naître de plus en plus de doutes autour d'eux. Même la communauté des professeurs de violon s'en est mêlée. Plusieurs d'entre eux ont raconté la curiosité insistante de Claire à propos des élèves issus de milieux difficiles, à poser 1000 questions sur leur famille, à s'informer sur ceux qui pouvaient en manquer d'un soutien solide. Chacun pensait avoir affaire à une bienfaitrice, mais mon histoire, relayée dans les groupes privés de parents, a rapidement servi d'avertissement. Beaucoup ont raconté leurs propres déboires avec des familles soi-disant idéales, des adoptions qui tournaient mal, l'urgence d'écouter les enfants dont la parole est trop souvent ignorée. Jessica, finalement, est revenue vers moi avec la preuve la plus accablante. Des photos de chèques annulés, prises avant sa fuite, montrant des sommes de $50 000 envoyées régulièrement à R. Mitchell, exactement dans la même chronologie que celle de Ryan. Les Hamilton avaient opéré de la même façon avec elle qu'avec nous, ciblant une personne dans le besoin, prête à accepter leur marché. Pressée par les révélations, Claire a tenté de se défendre avec une vidéo lacrymale sur son parcours de fertilité, évoquant la douleur et les rêves de maternité brisés. Mais la réaction des internautes a été immédiate. La section des commentaires débordant de colère devant la manipulation évidente, d'autant qu'elle avait soigneusement évité de mentionner l'existence même des jeunes filles auxquelles elle avait voulu se servir. Professionnellement, Monsieur Hamilton a vu ses partenaires immobiliers s'éloigner, les scandales faisant fuir clients et transactions. Au club de country, où on les accueillait jadis à bras ouverts, les conversations n'étaient plus que chuchotements et regards fuyants. La chute sociale a été rapide et implacable. Ryan n'a pas été épargné non plus, son employeur ayant reçu des signalements anonymes sur son implication, ce qui a poussé ses collègues à s'interroger ouvertement sur ses liens avec une lycéenne, sur les virements suspects sur son compte et sur ses rapports avec les Hamilton. La vie qu'il avait construite grâce à leur argent partait lentement en lambeaux. Peu après, 2 journalistes du quotidien local, ayant vu circuler l'affaire sur les réseaux, m'ont contacté. Ils menaient justement une enquête de longue haleine sur des dysfonctionnements dans le système d'accueil et le nom des Hamilton revenait sans cesse dans leurs recherches. Mon témoignage leur a enfin permis de relier certains faits. La proviseure de mon lycée a publié un communiqué soigneusement rédigé pour affirmer mon intégrité et prendre publiquement mes distances avec les rumeurs qui circulaient, ne désignant personne nommément, mais rappelant que, selon l'équipe éducative, il n'y avait jamais rien eu à me reprocher. Plusieurs enseignants, jusque-là hésitants, ont trouvé le courage de rapporter ce qu'ils avaient observé au fil des années. Jessica, enfin, a fait tout le trajet pour venir me voir en personne, avec une boîte pleine de preuves qu'elle avait mises de côté,
photos, documents, enregistrements volés pendant sa fuite. Elle savait qu'il viendrait un jour où les Hamilton recommenceraient avec une autre jeune fille, et elle s'y était préparée. À l'euphorie des premiers soutiens a vite succédé la lucidité. Les Hamilton adaptaient déjà leur stratégie, prenant contact discrètement avec de lointains membres de la famille pour leur raconter une nouvelle histoire de placement provisoire d'une enfant en détresse. Ils jouaient les parents attentionnés, suppliant leurs proches de les soutenir en ces temps difficiles, tout en se prétendant animés uniquement par le souci d'aider leur enfant en détresse psychologique. Monsieur Hamilton n'a découvert que bien plus tard que le compte destiné à mes études avait été totalement vidé le jour de ma majorité. Plusieurs mois avant, Rodriguez m'avait conseillé de tout transférer dès que je pourrais ouvrir un compte à mon nom. Quand il a appelé la banque, sa colère transperçait le combiné, surtout quand le conseiller lui a confirmé que j'étais parfaitement dans mon droit. Les Hamilton ont alors chargé une agence spécialisée d'inonder les réseaux sociaux de belles histoires à leur gloire, ressortant à tout va de vieilles photos de galas de charité et des témoignages fabriqués d'anciens bénéficiaires. Malgré cette façade, pas grand monde n'était dupe. Internet a la mémoire longue et beaucoup commençaient à s'interroger sur cette soudaine ferveur médiatique, peu compatible avec l'image de parents simplement préoccupés. Dans divers groupes de soutien, d'anciens enfants placés prenaient la parole et partageaient, eux aussi, leur malaise face aux questions déplacées des Hamilton sur leur santé ou leur génétique, signe d'une obsession à peine voilée. Peu à peu, des liens essentiels se sont tissés autour de la vérité. La famille d'Emma m'a spontanément proposé leur chambre d'amis en cas de pépin, tandis que les voisins de Madame Petrova organisaient des tours de garde autour de la maison des Hamilton. Doris, elle, prenait de mes nouvelles chaque jour, après avoir fait une multitude de copies des documents que je lui avais confiés. Même des inconnus qui avaient simplement lu mon témoignage en ligne m'ont proposé aide et ressources. L'article du journal local est enfin tombé, avec un titre percutant sur les zones d'ombre du passé d'une famille en vue dans la protection de l'enfance. Parmi les sources anonymes, d'anciens employés de cliniques de fertilité, tous unanimes sur l'insistance malsaine des Hamilton. L'article ne donnait pas de nom, mais dressait un portrait accablant, sourcé avec rigueur. Forte de ces éléments, j'ai vraiment senti que le vent tournait. L'opinion publique a basculé. Tout le monde, ou presque, comprenait l'ampleur de leurs dérives. Un nouveau hashtag s'est répandu, certains racontant leurs propres expériences d'exploitation sous couvert de philanthropie. L'avocat des Hamilton s'est lancé dans l'intimidation, tentant de faire taire quiconque s'exprimait publiquement, sans succès. La vérité restait protectrice, et personne ne s'est laissé impressionner. À vrai dire, ces tentatives n'ont fait qu'alimenter encore la suspicion générale. La crise de Claire a éclaté de façon spectaculaire lors du déjeuner annuel de son club UP. Elle s'est levée en pleine intervention sur la jeunesse en difficulté et, hors d'elle, a hurlé contre ces ingrats qui ne voient pas la chance qu'ils ont. Les invités, sidérés, l'ont vu renverser des coupes de champagne et jeter son sac de luxe en criant sa rancœur sur les années perdues et sa stérilité. La sécurité a dû l'évacuer. Les images de surveillance venues de plusieurs endroits ont confirmé point par point ma version. Le restaurant a apporté la preuve de la réservation d'un salon le jour de mon anniversaire, ainsi que mes allées et venues, et les caméras de l'immeuble ont enregistré ma sortie affolée de l'appartement de Ryan. Chaque nouvel élément faisait s'effondrer un peu plus les mensonges des Hamilton. Doris a été mon ange gardien lorsque les dossiers originaux de mon placement ont disparu des archives. Prévoir le pire, elle connaissait. Elle avait fait 12 jeux de copies, confiés à des tiers sûrs. Toute son expérience du social l'avait rendue méfiante face aux bienfaiteurs influents. Soudain, la communauté jusque-là silencieuse a pris la parole. Mon pédiatre a fini par avouer son malaise de longue date face à la manie du couple concernant mon état de santé gynécologique. Mon dentiste en a rajouté, racontant leurs demandes insistantes d'analyse génétique, des attitudes bizarres, impossibles à dénoncer à l'époque, mais qui prenaient soudain tout leur sens. Même la tentative de Ryan de se dédouaner a viré au fiasco, son communiqué expliquant qu'il avait lui aussi été manipulé, recruté alors qu'il était vulnérable. Cette défense n'a fait qu'attiser la colère des Hamilton, prêts à tout révéler sur la façon dont ils l'avaient déniché sur des forums fréquentés par des jeunes hommes criblés de dettes. L'employé prédateur finissait par retourner sa veste. Je me suis surprise à relire toute notre histoire à la lumière de ces révélations. Tous ces gestes, même les plus tendres, semblaient maintenant orchestrés à l'avance, jusqu'à nos soi-disant rencontres fortuites à la bibliothèque, ou ses prévenances exagérées. Les Hamilton lui avaient même remis un dossier détaillé sur moi et leur investissement. Quelques personnes, encore sous influence, relayant la version des Hamilton, prônant que j'avais mal compris une conversation honnête sur la GPA et que ce projet, au fond, aurait pu être une belle preuve de générosité.
Mais ceux qui avaient vécu des histoires similaires ne s'y trompaient pas, dénonçant une énième tentative de manipulation. La communauté de l'aide sociale et de la protection de l'enfance, elle, s'est immédiatement mobilisée. Madame Petrova a reçu au même moment un avis d'expulsion, ce qui tombait par hasard sur la société immobilière d'un associé de Monsieur Hamilton. Mais le quartier n'a pas hésité, assemblée des locataires, mobilisation du droit au logement, ils ont fait bloc, si bien que la société a fini par reculer sans demander son reste. C'est à ce moment-là que j'ai dû décider quoi faire, ayant été contacté par l'avocat des Hamilton par l'entremise de Rodriguez. Ils m'ont proposé une somme d'argent importante, largement de quoi financer mes études et prendre un bon départ dans la vie, mais à condition que je signe une clause de confidentialité et que j'admette publiquement avoir mal interprété leurs intentions. Avec ce montant, j'aurais pu dire adieu à tous mes soucis matériels pour les années à venir. Mais il ne m'a fallu qu'une seconde pour refuser. Aucun chèque ne m'aurait rendu ces 3 années volées, et je savais très bien qu'il recommencerait, puisqu'il l'avait déjà fait auparavant. J'ai donc demandé à Rodriguez de leur faire passer le message. Rien ne pourrait acheter mon silence. Leur ultime tentative a été de m'inviter à une grande réunion sur la réforme de la protection de l'enfance. Les Hamilton devaient être présents, leur avocat l'assurait, prêts à présenter des excuses publiques et à faire amende honorable. En réalité, ils comptaient utiliser la réunion pour se refaire une virginité, jouant au grand repenti face à la communauté. Je me doutais bien du piège, mais j'ai décidé que j'allais les affronter cette fois. Lorsqu'Emma, Madame Petrova, Jessica et moi sommes arrivés, la salle débordait de monde. Les Hamilton trônaient au premier rang avec leurs avocats, affichant l'image parfaite de notables inquiets. Leurs alliés étaient revenus tôt pour occuper les meilleures places, mais nos propres soutiens étaient nombreux aussi. Professeurs, voisins, anciennes victimes du système venues de loin pour nous épauler. Je me retrouvais enfin face à eux, et même si mon corps se souvenait encore de la terreur, je n'étais plus seul. Madame Hamilton s'est approchée quand je suis passé à côté d'elle et m'a lancé à voix basse toutes sortes de menaces sur mon avenir, sur mes études, en jurant que personne ne me donnerait jamais ma chance. Là, son véritable visage est apparu sous les atours feutrés. L'effondrement de Claire a été spectaculaire. Quand les gens du quartier ont commencé à poser des questions sur d'autres adolescentes accueillies chez eux, elle s'est levée en hurlant qu'on lui avait promis un enfant depuis ses 19 ans et que cela faisait 10 ans qu'elle attendait, qu'elle aménageait des chambres et achetait des vêtements pour des bébés qui n'arrivaient jamais. Ses parents lui avaient dit promis de régler son problème, de lui trouver la mère porteuse parfaite qu'on contraindrait. Comprendre que tout remonte aussi loin m'a coupé le souffle. Les Hamilton n'avaient pas seulement exploité les jeunes filles placées chez eux, ils avaient aussi façonné leur propre fille, la poussant dans cette obsession au lieu de l'aider. Quand tout le monde a réalisé l'ampleur de la manipulation, la salle s'est embrasée. C'est à ce moment que Sarah est entrée. Elle vivait désormais loin, sous un nouveau nom et accompagnée d'une personne de confiance pour se reconstruire, mais elle a tenu à venir dès qu'elle a su pour la réunion. Je refuse de me cacher tant que d'autres risquent de souffrir, a-t-elle dit devant tout le monde. Placé devant 2 de ses victimes, Monsieur Hamilton est resté de marbre, d'un calme glaçant. Son affaire tombait à l'eau. Sa réputation était détruite, sa femme au bord de la crise. Il s'est levé, déclarant qu'il collaborerait à l'enquête en échange d'une immunité civile. Je peux témoigner sur les versements faits à Ryan, les cliniques de fertilité qui nous ont tourné le dos, les travailleurs sociaux qu'on a payés pour détourner le regard. À ces mots, Madame Hamilton s'est ruée sur lui, hurlant à la trahison et l'accusant de réduire les dernières chances de Claire à néant. Les agents de sécurité l'ont retenue, alors qu'elle vociférait des insultes qui résonnaient jusque dans les couloirs. La dame élégante, pleine de douceur la première nuit, avait disparu. Il ne restait plus qu'une furie à bout de nerfs. Profitant du chaos, Ryan a tenté de filer discrètement, mais Sarah ne lui a laissé aucune chance. Debout, voix claire, elle l'a désigné devant tous. C'est lui. Lui aussi m'a manipulé. Il me disait que j'étais différente. Il a été payé pour me livrer aux Hamilton, tout comme il l'a fait pour les autres. La salle a alors compris. Ryan n'était pas juste complice. Il était un prédateur en série, motivé par le profit. Quand il a essayé de s'échapper, quelques militants lui ont barré la route, excédé. Claire, de son côté, a eu recours à une ultime tentative pathétique. Elle est montée sur une chaise, menaçant de se blesser si je ne revenais pas sur mes accusations, si je ne disais pas que je m'étais trompée, si je ne lui donnais pas ses enfants qu'elle estimait mérités. Un silence glacé a envahi la salle quand elle a brandi un coupe-papier, exigeant que je me sente responsable de sa détresse. Face à elle, celle qui avait feint d'être ma sœur ces 3 dernières années, je n'ai ressenti qu'une profonde pitié. J'ai simplement dit « C'est toi qui as fait ces choix. Ta douleur ne t'autorise pas à t'approprier le corps d'une autre. Tu as besoin d'aide, mais je refuse de me laisser encore manipuler.
Les agents de sécurité l'ont doucement aidée à descendre, pendant qu'elle sanglotait sur ses bras vides et ses promesses envolées. La Réunion a voté à une large majorité des mesures de réforme du système de protection de l'enfance, avec un fonds de soutien pour les victimes, des contrôles renforcés et une formation obligatoire sur les dérives des adoptions abusives, autant d'avancées portées par ceux qui avaient enfin pu parler ouvertement. Claire, sans argent ni l'appui de ses parents, s'est retrouvée face à la réalité. Aucune agence sérieuse n'accepterait son dossier de gestation pour autrui. Les bilans psychologiques, à eux seuls, la rendaient inéligible. Ses obsessions de maternité, déformées par tout ce passé, s'effondraient pour de bon. En moins d'une semaine, la maison des Hamilton a été mise en vente, leurs comptes vidés par les avocats, ils ont perdu leur club privé, toutes leurs associations. Leur cercle de notables leur a tourné le dos, du jour au lendemain. Nous, Jessica, Sarah et moi, nous sommes retrouvés, le soir même, dans un petit resto du centre, loin des apparences, juste 3 survivantes prêtes à se battre pour les autres. On a parlé de mettre en place un réseau d'écoute, de partager nos expériences dans les associations pour qu'aucun travailleur social n'ignore plus les signes d'alerte. Rodriguez nous a appris que la licence d'accueil familial des Hamilton était définitivement révoquée et que leur dossier circulait entre plusieurs États. Ils n'auraient non plus jamais le droit d'approcher des enfants vulnérables. Ce n'était pas vraiment la justice, pas au sens où on l'entend d'ordinaire, mais c'était au moins une façon de protéger celles et ceux qui viendraient après nous. Le violon que j'avais dû abandonner m'a été rendu par une ancienne employée de maison des Hamilton. Elle l'avait récupéré avant qu'il ne le jette, consciente de la valeur qu'il avait pour moi. Lorsque je l'ai tenu à nouveau, j'ai repensé longuement à la jeune fille que j'étais, celle qui croyait avoir enfin trouvé une famille digne d'un conte de fées. 6 mois plus tard, je me retrouvais sur la scène modeste d'un centre communautaire, en train d'accorder ce même violon. Le concert, imaginé par Jessica, visait à soutenir les jeunes issus de l'aide sociale. On avait récolté assez d'argent pour financer des hébergements d'urgence, ces refuges pour majeurs qui, une fois sortis du système, avaient besoin d'un toit. Il n'y avait pas foule, une 50aine de personnes, mais seule celle-là comptait. Au premier rang, Madame Petrova affichait une fierté discrète, gravée sur un visage marqué par la vie. Emma et ses parents étaient de présents. Cette famille avait eu la force de s'opposer aux Hamilton, quand le besoin s'était fait sentir. Doris était venue, entourée de ses voisins de l'immeuble, ceux qui avaient su faire bloc autour de moi. Sarah et Jessica flanquèrent la scène, notre petite sororité soudée par l'épreuve et l'entraide. Ce n'étaient pas les Hamilton qui avaient su nous réunir. Leur idée de la famille n'était qu'un leurre, mais ce sentiment d'avoir survécu à ce qu'ils avaient voulu nous prendre. En levant mon archet, mon regard a accroché celui d'une adolescente dans le public, 15 ans tout au plus, un bracelet de foyer au poignet. Elle me dévisageait avec cette méfiance mêlée d'espoir que j'avais portée à son âge. Ce concert, c'était pour elle, pour toutes celles qui avaient encore besoin de comprendre qu'il n'existe pas de conte de fées, mais que la survie, elle, était bien possible. Les premières notes ont envahi la salle. Elles n'étaient pas parfaites, mais elles sonnaient juste. Ailleurs, à l'autre bout de la ville, les Hamilton ramassaient les restes de leur existence soigneusement bâclés. L'utérus de Claire resterait vide, tout comme cette chambre lavande qui ne servait qu'à appâter. Mais ici, quelque chose d'authentique prenait forme. La musique montait, et je jouais non pour la famille qui avait essayé de m'enchaîner, mais pour la communauté qui avait choisi de me regarder vraiment. La justice n'était pas venue des tribunaux, ni de la police, ni de tous ces systèmes qui nous avaient trop souvent abandonnés. Elle avait surgi de la volonté têtue de gens ordinaires, qui avaient décidé, un jour, que certaines choses comptaient plus que leur tranquillité ou leur réputation. Quand la dernière note s'est tue, j'ai baissé mon violon et j'ai observé la salle. La jeune fille au bracelet de foyer pleurait, mais elle souriait aussi. Elle venait de comprendre ce que j'aurais tant voulu voir à son âge, qu'une vie existe après la fin des illusions, que les familles vraies se choisissent, que la survie peut se transformer en existence. Les Hamilton avaient patienté 3 ans pour faire de moi leur proie. À la place, ils auront servi, malgré eux, à rassembler une communauté de survivantes qui veille désormais à ce qu'aucune autre fille ne se retrouve prisonnière d'une chambre lavande, convaincue d'avoir trouvé un foyer avant de s'apercevoir qu'elle n'était perçue que comme de la marchandise. Leur chute, ils l'avaient provoquée eux-mêmes en sous-estimant la force de ceux qu'ils avaient tenté d'effacer. Des enfants placés devenus capables de reconnaître les prédateurs et des adultes prêts à leur prêter enfin l'oreille.